Bonjour, docteur Nakache. Merci d'avoir accepté notre invitation et du temps que vous nous accordez pour nous parler de l'exacerbation. Je vous laisse la parole et je vous laisse partager l'écran. Merci à vous, docteur Nakache. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un peu un moment particulier parce que c'est la première fois que je fais une présentation sur les exacerbations aiguës de fibrose pulmonaire idiopathique à des patients. Et donc, c'est un peu particulier. J'en ai fait des dizaines et des dizaines des présentations sur les exacerbations. Et donc, vous le voyez, donc c'est bon. Et donc, un peu plus que la fibrose pulmonaire idiopathique, puisque maintenant vous avez changé aussi de dimension et vous êtes sur la fibrose pulmonaire en général, on va pouvoir parler des exacerbations de toutes ces pneumopathies interstitielles fibrosantes et de toutes les fibroses pulmonaires. Alors j'ai bien sûr, comme de rigueur, des liens d'intérêt. J'ai beaucoup travaillé avec les laboratoires, notamment qui font des antifibrosants, mais pas que. Et donc je me dois de vous les mettre. Et je vous mets cette diapositive que vous connaissez peut-être, qui est une diapositive sur les classifications des pneumopathies interstitielles diffuses fibrosantes. Et quand vous avez été pris en charge au départ, alors j'imagine qu'aujourd'hui, dans l'auditoire, vous êtes que des patients qui ont des fibroses pulmonaires idiopathiques et qu'il n'y a pas encore de patients qui ont d'autres pneumopathies interstitielles fibrosantes. Mais, et donc, dans la démarche diagnostique de votre maladie, on a recherché une cause. Et parmi les maladies de fibrose pulmonaire avec des causes, il y a les causes médicamenteuses, les pneumoconioses, c'est les maladies respiratoires professionnelles. Les PHS, qu'on appelle pneumopathie d'hypersensibilité, c'est quand on a une exposition et qu'on fait une réaction allergique, alors que dans les toxicités professionnelles, c'est des réactions toxiques. On agresse le poumon, alors que la pneumopathie d'hypersensibilité, c'est une agression qui fait suite, qui va se suivre par une réaction exagérée de l'immunité des patients. Et puis, bien sûr, les pneumopathies interstitielles les fibroses pulmonaires liées à des maladies auto-immunes qu'on appelle connectivite ou vascularite. Et donc, on a fait cette démarche chez vous. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'effectivement, ces maladies-là sont aussi concernées par ce qu'on appelle l'exacerbation aiguë dont on va parler. Et à côté de ça, vous avez toute une partie des maladies dites idiopathiques. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais je pense que oui. Et vous avez parmi elles, la plus importante, la fibrose pulmonaire idiopathique, mais aussi la pneumopathie interstitielle non spécifique. Donc, si vous avez un long cheminement diagnostique, vous avez entendu parler de ces noms-là. Et donc, c'est ceux-là dont on va parler principalement sur les exacerbations. Alors, vraiment, le préambule, c'est que la fibrose pulmonaire idiopathique, c'est la mère de toutes ces fibroses pulmonaires que vous allez intégrer aujourd'hui dans votre association. Et si elle s'intègre aujourd'hui dans votre association, c'est parce que c'est bien la FPI qui est l'exemple et sur lequel on a le plus travaillé et le plus d'études, notamment dans les exacerbations. On va parler de définition, qu'est-ce qu'une exacerbation, de critères diagnostiques, comment on fait les exacerbations, qui ça concerne, l'épidémiologie, combien de malades par an, quand on a une FPI, quelle est la fréquence d'exacerbation, comment on traite cet épisode et quel est le pronostic de cet épisode. Alors, l'exacerbation, la définition, c'est un malade qui va cliniquement, c'est-à-dire c'est les symptômes, c'est vos symptômes, la toux, l'essoufflement, qui vont s'aggraver de façon aiguë, que les fibroses pulmonaires, elles se limitent le plus souvent à la périphérie du poumon. Et ici, ce que vous voyez, c'est une image ronde, un peu supplémentaire, c'est bilatéral. Donc, c'est une image qu'on appelle là en vert dépoli, c'est-à-dire que vous voyez une sorte de grisaille, mais vous imaginez le poumon en dessous. C'est ça qu'on appelle le vert dépoli. Si vous participez à nos topos, vous entendez souvent parler de ce terme-là. Et ces exacerbations, ces poussées, ces aggravations aiguës cliniques, elles peuvent être idiopathiques, c'est-à-dire on ne connaît pas la cause, ou alors il peut y avoir un facteur déclenchant. Et là, c'est très, très intéressant parce qu'il faut que vous connaissiez les facteurs déclenchants. En dehors du fait de connaître les symptômes qui vont vous amener à
à dire à votre médecin, là, ça ne va pas, il faut faire quelque chose. C'est les symptômes qui vont vous évoquer éventuellement cet événement. Il faut connaître les facteurs déclenchants, et ça, c'est un peu nouveau, parce que auparavant, on disait que toutes les exacerbations n'avaient pas de cause ou de facteurs déclenchants. Et donc, les critères diagnostiques qu'on va utiliser, d'abord, il faut qu'on ait vraiment une fibrose en dessous. Si on n'a pas de fibrose, on n'a pas d'exacerbation. Certains d'entre vous sont peut-être rentrés dans la maladie à l'occasion de cet épisode. C'est-à-dire que soit on a une fibrose connue et on va faire cette poussée et il faut qu'on ait la fibrose connue, soit on rentre dans la maladie avec une poussée, on est trop essoufflé pour rester à la maison, on rentre à l'hôpital et à l'hôpital on nous dit, vous aviez quelque chose en dessous dont vous n'êtes pas rendu compte ou peut-être que vous avez sous-estimé vos symptômes d'essoufflement, etc. Premièrement, il faut quand même avoir une fibrose. Il faut que l'aggravation et que l'apparition de cet essoufflement soit dans les 30 derniers jours, typiquement. Encore une fois, la différence entre une progression de la fibrose pulmonaire, comme on sait qu'elle peut progresser, et une aggravation aiguë, c'est vraiment le temps. C'est-à-dire, j'étais bien le 13 mai et le 16 juin, je ne vais pas bien. Et ce n'est pas une aggravation progressive, c'est vraiment relativement brutal. Sur le scanner, HRCT, c'est le scanner, haute résolution, computer tomography, c'est le scanner. Il faut qu'il y ait des nouvelles opacités, il faut que nous, on voit des nouvelles opacités. Et une des caractéristiques de ces nouvelles opacités que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'elles soient bilatérales. Alors, je ne sais pas à quel point vous pouvez vous imprégner de ces connaissances pour avoir un regard critique sur ce que vous disent les médecins derrière. Mais nous, on apprend aux médecins de dire, si vous avez une opacité unilatérale sur une fibrose, ce n'est pas une exacerbation, c'est une infection. Donc, vous pouvez avoir cette connaissance-là et de dire, je ne vais pas bien, je suis plus essoufflé, je tousse plus, vous avez dit que j'avais des nouvelles opacités, sont-elles des deux côtés ou est-ce qu'il y a un seul côté? Comme type d'opacité, le VD, ça s'appelle le verre dépoli. Donc, vous avez entendu parler de ça très probablement. Toutes les autres fibroses ont une incidence moindre. Et c'est pour ça que ça a été plus étudié dans la FPI. C'est parce que c'est dans cette maladie que c'est le plus fréquent. Voilà la partie très importante qui sont les facteurs déclenchants. Qu'est-ce qui peut bien déclencher cet événement chez les patients? Alors, au début, quand en 2007 a été décrit la première fois cet événement, et on avait dit on ne sait pas, il n'y a pas de cause. Et après, comment on a fait connaissance avec ces causes? En étudiant un peu les séries de malades. Il y a deux types d'études en médecine. Il y a les études dites rétrospectives de série, qui ne sont pas des études de très bonne qualité scientifique, mais qui sont très informatives malgré tout, sur ce qui peut se passer chez un malade. Et puis, il y a les études prospectives où on fait les choses très proprement, comme les protocoles thérapeutiques auxquels vous pouvez participer, où là, il y a un rythme très précis. Et ça, c'est très souvent des études de très bonne qualité scientifique, mais on a du mal à avoir des informations rapides sur l'histoire d'une maladie. Donc, grâce aux séries, grâce à l'étude de vos dossiers rétrospectivement, d'une centaine de dossiers de fibrose pulmonaire idiopathique, on peut mettre en évidence certaines anomalies et certaines histoires clés dans votre maladie. Donc, quels sont les facteurs déclenchants? Qu'est-ce qui peut déclencher cette poussée aiguë de la maladie? La première chose, c'est que ces poussées aiguës, ces exacerbations, surviennent principalement en hiver. Ça, c'est la première fois que je me suis intéressé à ce sujet. C'était maintenant vers 2010 et j'étais à l'hôpital Avicenne à l'époque. Et on a étudié la trentaine d'exacerbations qu'on avait. C'était un événement un peu nouveau pour nous. Et on a vu que ça survenait entre novembre et avril. Et que ça survenait surtout en hiver. On n'est pas les seuls à l'avoir fait parce que quelques années plus tard, vous voyez, un an plus tard, les Coréens ont montré des choses identiques. Et donc, il y a une variation saisonnière de cet événement. Et on pense que c'est très probablement, alors est-ce que ça peut être le froid? On a fait l'hypothèse que c'était une infection virale préalable
Une grippe, un rhinovirus, n'importe quel virus qu'on aurait plus fréquemment l'hiver, dont on guérirait, mais qui aurait créé dans notre poumon une sorte d'étincelle qui va faire l'exacerbation 3 semaines, 1 mois après. Et enfin, on a passé une période de Covid. Vous savez que la filière Respifil, le centre de référence, a repris tous les Covid survenant dans le cadre des maladies rares et a publié un article sous la houlette de Vincent Cotin. Et donc, il y a des descriptions d'exacerbation juste au décours, à peu près 1 mois après le Covid. Donc ça, on est sûr que les malades ont fait le Covid, puisque autant les grippes, on ne les diagnostique pas l'hiver. Hein. Personne ne va vous chercher l'aspiration nasopharyngée. Quand vous toussez, vous allez voir votre médecin. Autant le Covid, on a été très très loin après la première vague pour diagnostiquer formellement les Covid. Et on a eu des exacerbations à peu près 1 mois après les épisodes de Covid. Donc, quelles conséquences pour vous de connaître ce facteur déclenchant? C'est simple. Il y a la période Covid où on a dû mettre des masques. Vous devez mettre des masques en public. Vous devez mettre des masques dans les transports publics. Vous devez avoir une hygiène des mains parfaite. Vous devez être vacciné contre la grippe, le pneumocoque. Et vous devez ne pas être visité par des gens malades ou ne pas visiter des gens malades pour éviter les infections virales si cela est possible. Le deuxième élément déclenchant dans des virus et des infections, c'est la pollution. Et là, vous n'êtes pas trop familiarisé peut-être avec ces diagrammes, mais là, quand on est à gauche de la ligne verticale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque, avec les agents qui sont signalés ici. Quand on est à droite, ça veut dire qu'il y a un risque. Et vous voyez que l'exposition à l'ozone est un facteur déclenchant de l'exacerbation. Ils ont comparé des patients qui exacerbaient, des patients qui n'exacerbaient pas, et puis ils ont comparé au moment de l'exacerbation, autour du temps de l'exacerbation, leur exposition à l'ozone, et ils voyaient qu'il y a une surexposition à l'ozone. Alors il n'y a pas que l'ozone, il y a le dioxyde d'azote, puis dans d'autres études, il y a les particules fines. Donc vraiment, on pense que la pollution est un facteur déclenchant d'exacerbation. Alors, vous savez, la pollution, c'est très connu pour aggraver les symptômes des patients insuffisants respiratoires. Les bronchites chroniques du fumeur, les asthmatiques, c'est très connu pour aggraver ces symptômes. Et donc, c'est logique que ça vous aggrave vos symptômes, c'est-à-dire vous sentir moins bien, mais surtout parce que se sentir moins bien, c'est pas très très grave si on sait qu'après avoir passé la période de pollution, on va aller mieux. Mais là, c'est pas se sentir moins bien, c'est déclencher chez vous, chez les patients qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique, un événement qui est autonome de la pollution après, qui va s'autonomiser, qui va être une poussée de cette maladie. Un autre élément important, déclenchant, c'est le reflux gastro-œsophagien. Certains d'entre vous ont des symptômes de reflux gastro-œsophagien qui correspondent à des brûlures qui partent de l'estomac et qui remontent derrière le sternum et qui vous brûlent un petit peu le pharynx et qui même peuvent vous faire tousser en ayant conscience que c'est le reflux qui vous fait tousser, avec une toux qui après peut partir du fait de la fibrose et peut un peu avoir des difficultés à se calmer. Donc il a été montré, suggéré que le fait d'avoir un reflux gastro-œsophagien fait qu'on inhale des petites des éléments de l'estomac, notamment de la pepsine. Donc le tableau se figure de droite. Il y a des patients qui ont fait une exacerbation, ils ont regardé dans les bronches, hein. Les gens sont allés faire des lavages broncho-alvéolaires, vous connaissez ce terme, ils sont allés doser la pepsine. La pepsine, il n'y en a que dans l'estomac. Et puis ils ont trouvé de la pepsine finalement dans le poumon. Donc ils se sont dit, c'est de la pepsine qui vient de l'estomac qui va dans le poumon. Et donc ils se sont dit, ces malades font une exacerbation du fait du reflux gastro-œsophagien. Et ce suc gastrique qui vient dans le poumon, eh bien, il va créer cette étincelle, toujours la même étincelle, qui va faire cette poussée de la maladie. Le reflux gastro-œsophagien, comment l'éviter? En fait, il y a des médecins qui s'imaginent qu'il faut traiter tout le monde avec des traitements du reflux gastro-œsophagien. On a des très bons traitements du reflux gastro-œsophagien qui sont le Mopral, les oméprazole, l'oméprazole, le lansoprazole. Certains d'entre vous ont ces médicaments. Et
il faut donner ce traitement qu'en cas de certitude de reflux gastro-œsophagien. Quand on n'a pas la certitude, il n'y a pas d'indication à le mettre. Mais c'est avec ces traitements-là, quand on a un reflux gastro-œsophagien, qu'on va éviter qu'il y ait un facteur déclenchant, que le reflux déclenche une poussée aiguë de la maladie. Je n'ai jamais connu un seul malade qui a une fibrose pulmonaire idiopathique qui a poursuivi son tabagisme. Donc, il y a vraiment soit un psychisme différent, soit quand même une tolérance au tabac très différente entre un malade qui a une bronchite chronique et un malade qui a une fibrose pulmonaire idiopathique. Plus on a une fonction respiratoire basse, plus on a un risque d'exacerbation. Et puis, vous avez les taux d'oxygène dans le sang, le score de gravité de la fibrose. Certains d'entre vous ont une hypertension artérielle pulmonaire liée à la fibrose pulmonaire, et ça, c'est un risque aussi de faire l'exacerbation, c'est un facteur de risque. Et enfin, un autre facteur de risque, c'est avoir une fibrose qui est en cours d'aggravation et qui progresse petit à petit. Et donc là, on sait qu'à ce moment-là, on est plus vulnérable. C'est assez logique en fait. Quand on est fragile, on est plus vulnérable à l'accident. Et bien là, c'est pareil. Quand on est bas en fonction, quand on se fragilise, on est plus susceptible de faire un accident et une poussée de cette maladie. Donc, comment on fait quand on a votre maladie, une fibrose, et puis qu'on s'aggrave? Quel est l'abord diagnostique? Vous arrivez vers nous, vous dites je ne respire plus, ça fait une semaine je ne respire plus. Alors, plus souvent, on vous dit mais d'abord, allez voir votre médecin traitant. Donc, le médecin traitant, il faut qu'il règle le problème en 3 jours. S'il n'a pas réglé le problème en 3-4 jours, il faut que le pneumologue agisse. Il faut qu'il soit au courant. Et la première chose qu'on fait, nous, c'est est-ce que c'est vraiment la fibrose qui est malade ou est-ce qu'il y a autre chose dans le poumon qui fait que ce malade, que vous vous aggravez? Et dans les autres choses dans le poumon, il y a toutes les maladies de la plèvre, c'est-à-dire que l'enveloppe du poumon peut être malade en mettant du liquide ou en mettant de l'air, comme un pneumothorax. Ou est-ce qu'il y a une maladie des vaisseaux? Ce n'est pas le poumon qui est malade, là, c'est les vaisseaux comme une embolie pulmonaire. Donc, notre premier examen, c'est regarder si c'est vraiment ce qu'on appelle votre parenchyme, donc votre poumon qui est malade. Et ça, il n'y a qu'un seul examen, et l'examen est roi, c'est le scanner. Ça, vous en avez passé plein. Le scanner thoracique, c'est l'examen phare pour savoir ce qui se passe dans le poumon. Puisque je pense qu'on vous fait actuellement des scanners annuels. La plupart de vos scanners se font sans injection, avec donc aucun risque, si ce n'est trébucher dans la salle, mais vraiment aucun risque. Au moment de l'exacerbation, on fait ce qu'on appelle un angioscanner, on injecte de l'iode, et là, c'est un peu plus invasif qu'un simple scanner. Et grâce à ça, on va voir si dans les vaisseaux, il y a des caillots et il y a une embolie pulmonaire. Une fois qu'on a fait ça, on va se rendre compte que finalement, non, c'est finalement vraiment une maladie du parenchyme pulmonaire, c'est-à-dire de votre poumon. Et je vous ai dit qu'il fallait éliminer l'insuffisance cardiaque d'abord. Et donc, le jour où vous arrivez, après le scanner, on va vous poser plein de questions pour savoir est-ce que ce n'est pas votre cœur qui est malade? Première question pour savoir si ce n'est pas le cœur qui est malade d'un malade, c'est savoir s'il n'avait pas déjà une maladie cardiaque avant. L'examen que vous faites fréquemment, mais qu'il faut absolument faire dans cet épisode aigu, c'est l'échographie cardiaque. Il faut vérifier que le cœur aille bien. Et vraiment, il faut que nos collègues comprennent que l'échographie cardiaque, au moment de cet événement, est une urgence extrême. Aujourd'hui, l'exacerbation, il n'y a aucun traitement qui a fait la preuve de son efficacité. D'accord ? Et donc, les experts disent « Ah, mais il faut mettre des corticoïdes. » Et ben, aujourd'hui, c'est le traitement de référence. Comme on n'a pas du tout la certitude d'avoir éliminé complètement les infections, très souvent, on met des antibiotiques. Je répète, je le dis et je le répète, tout ça est basé sur l'expérience des experts. Ça n'a aucune valeur réelle scientifique. Les facteurs favorisants, c'était la gravité de la maladie. Et vous savez aujourd'hui, comme moi, qu'il n'y a aujourd'hui qu'il y a plutôt aujourd'hui 2 médicaments qui ralentissent la maladie. Et donc, en ralentissant la maladie, protège de l'aggravation, et en protégeant de l'aggravation, protège de l'exacerbation. Donc, les antifibrosants, en ralentissant la maladie, diminuent l'exacerbation. Ça n'a pas été prouvé avec la pirfénidone,
mais les recueils de données n'étaient pas très bons. Ça a été prouvé avec le nintédanib, et donc on sait que le nintédanib diminue le risque d'exacerbation, probablement du fait de la diminution de la sévérité des malades.